Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Ashraf Ayadi, expert bancaire et financier. Elvis Gombo Sakpo, consultant en stratégie commerciale. Mais aussi Djemal Taleb, notre éditorialiste, sont toujours présents dans cette émission. Tout de suite, le dossier du jour. Alors, les systèmes bancaires africains ont connu d'importantes mutations ces dernières années. L'apparition de grands groupes et le climat de concurrence poussent de plus en plus les acteurs du secteur à adopter de nouvelles stratégies de développement. Mais comment faire de la banque un levier de croissance? C'est justement la question posée dans ce sujet de Birama Saonera. Le faible taux de bancarisation de l'Afrique est une des contraintes à la transformation des économies du continent. Pour changer la tendance, la plupart des activités du système bancaire des pays africains se donnent pour objectif de stimuler la croissance économique. De ce fait, des préalables pour une croissance économique durable et inclusive sont nécessaires. Les experts estiment qu'un secteur financier viable, diversifié et efficace est indispensable à une croissance économique vigoureuse et soutenue. Comment le système bancaire peut-il contribuer à la vitalité économique? Quel rôle jouent les contingences financières sur la croissance économique? Un système bancaire en bonne santé est-il synonyme d'une économie viable? Le système bancaire contribue au financement de l'économie. Son impact est réel sur les économies africaines. Les banques représentent le premier maillon de la croissance. Elles permettent aux entreprises d'avoir suffisamment d'argent pour investir afin de créer de l'emploi. En Afrique, l'impact du système bancaire est positif. Il est visible sur plusieurs secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'élevage, les industries, entre autres. Le secteur bancaire finance l'économie. C'est quand le secteur bancaire est en bonne santé qu'on peut effectivement, parce que l'économie se base sur justement ce secteur financier-là, ce système financier-là pour sa croissance. Donc les levées de fonds se font d'abord en interne avant de se faire en externe. Donc c'est de dire aujourd'hui, les banques solides, les banques sont solides, le système financier est très résilient. L'évolution des technologies a permis aux banques d'adapter leur modèle à la digitalisation. De plus en plus de banques intègrent cette nouvelle donne dans leur stratégie pour améliorer l'inclusion financière et le taux de bancarisation. Les contingences financières sur la croissance économique ont aussi permis des avancées significatives dans le développement en Afrique. Les études montrent que tous les pays qui ont adopté de manière efficace et de manière efficiente la révolution digitale ont pu améliorer leur croissance, leur produit intérieur de 2 à 3 points. Donc si nos pays qui sont encore à l'étape d'adoption du numérique à grande échelle, aujourd'hui sont à des taux de croissance de 5-6%, vous imaginez si le jour où la digitalisation va être encore plus développée, nous allons atteindre des taux de croissance à 2 chiffres dans nos pays. En 2016, la croissance globale du PIB du continent a été évaluée à 2,2%. Pour les observateurs, cela est dû en partie au développement du secteur bancaire. Le système a permis de rehausser le taux de croissance des produits intérieurs des différents pays du continent. À cela s'ajoute l'accompagnement des États dans la réalisation des infrastructures de développement. Aujourd'hui, les banques, on voit que les taux de croissance de nos économies sont de plus en plus élevés. Et justement, c'est sous-tendu justement par le rôle des banques qui aujourd'hui interviennent de plus en plus dans le financement de nos économies, dans l'accompagnement des projets de développement de l'État. Par exemple, au Sénégal, dans le cadre du PSE, nous avons eu à lever à fin 2013 250 milliards de francs CFA pour accompagner le PSE. Donc de plus en plus, nous accompagnons l'État, qui est quand même le principal investisseur dans nos économies. Et à côté de ça, nous finançons également les grandes entreprises, les PME, dans leur croissance. Dans certains pays du continent, la croissance économique est portée par les secteurs publics et parapublics. La Côte d'Ivoire en est une illustration parfaite. Pour la pérennisation de cette croissance, les acteurs estiment que les États doivent céder plus ou moins le relais aux entreprises privées. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la croissance économique est portée par l'État. C'est ni les particuliers, ni les entreprises qui font en fait la croissance, c'est l'État, donc c'est l'administration publique qui tire aujourd'hui la croissance. Donc, mais il va sans dire qu'à un moment donné, il faut que les entreprises privées et les particuliers puissent participer en fait au financement de cette croissance-là. Aujourd'hui, c'est l'État. Dans plusieurs régions du continent,
des obstacles freinent encore l'accès de la population aux services bancaires. Cependant, l'avènement du mobile banking a favorisé l'essor d'une nouvelle forme d'épargne sur le continent. Ces systèmes électroniques développés davantage par les compagnies de téléphonie offrent divers services comme les transferts et retraits d'argent aux utilisateurs. Cet enjeu concerne tous les acteurs de la société, que ce soit les États, que ce soit les banques, que ce soit les agents économiques, les opérateurs, les consommateurs. C'est un enjeu transversal qui touche l'ensemble des couches de la société. En Afrique, le taux de bancarisation se situe entre 5 et 10%. Face à cette situation, en Côte d'Ivoire, plusieurs institutions des microfinances, à l'image de Crédit Access, ont vu le jour. Elles s'investissent en fonction des besoins des consommateurs. Ces institutions de microfinance offrent à leur clientèle une gamme diversifiée des produits. Notre particularité, c'est d'agir sur 3 segments d'activité, le crédit, l'épargne et les services financiers. Bien, notre cible clientèle est constituée de petits salariés, donc les salariés du secteur privé, les micro-entrepreneurs, d'accord, et puis les TPE et les PME. Alors ce qu'il faut dire, c'est que notre spécificité, nous nous adaptons aux besoins de notre clientèle. Nous avons des produits spécifiques, notamment au niveau de l'épargne. Nous avons des plans d'épargne qui sont très attractifs. Et pour chaque cible clientèle, d'accord, nous avons des segments d'activité qui sont très intéressants. Pour le moment, le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne reste faible. Une situation qui devrait évoluer. Selon une étude faite par l'économiste Intelligence Unit, la fourchette de progression du secteur bancaire dans 16 pays considérés comme économiquement clés sur le continent pourrait aller de 178% à 248% d'ici à 2020. Cela sera impulsé par 3 facteurs déterminants: croissance économique, besoin en services financiers basiques et essor des nouvelles technologies. Alors, Achraf Haïadi, on vient de le voir, le secteur bancaire africain est en pleine mutation, avec notamment cette question de la digitalisation. Des groupes bancaires régionaux et panafricains se développent autour de ce segment. Mais est-ce que, pour autant, ces acteurs contribuent à un développement pérenne du continent africain ? Alors, je pense qu'il va falloir souligner d'abord le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il y a un secteur financier en Afrique qui peut avoir de multiples visages. Les niveaux de développement ne sont pas les mêmes, les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes. Le taux de bancarisation est extrêmement faible dans certains pays, relativement évolué, bien évolué dans d'autres. Et il y a des enjeux. Il y a des enjeux pour faire en sorte à ce que le secteur financier puisse devenir un véritable levier de la croissance. Les enjeux sont multiples. J'en citerai 3. Le premier, c'est l'enjeu de la gouvernance, c'est-à-dire le niveau de transparence avec lequel les banques sont dirigées, le niveau de fiabilité et de crédibilité qu'on accorde aux comptes, aux données chiffrées, au système d'information des banques. Le deuxième élément clé, enjeu clé qu'on peut citer, c'est celui de la taille critique. On voit bien que quelques pays comme le Maroc ont réussi à sortir au-delà de leurs frontières en profitant d'un certain nombre d'opportunités. Et donc ça leur donne une taille critique qui leur permet d'essaimer, de rayonner sur l'ensemble de la région. C'est un élément important. Et le dernier élément que je citerai, c'est celui de l'environnement économique. L'environnement économique a un impact très très important sur la capacité du secteur bancaire à pouvoir financer l'économie dans un contexte où il faut que juridiquement tout soit fait pour garantir que les échéances sont payées, que les personnes qui prennent des crédits sont bien identifiées, etc. Et justement, autour de cet environnement économique, est-ce qu'il est suffisamment, disons, puissant pour parvenir à capter justement les capitaux et soutenir donc durablement l'économie? Alors aujourd'hui, le constat est fait qu'en face d'un secteur bancaire qui n'est pas complètement mature, en tout cas qui a des niveaux de maturité assez différents d'un pays à un autre, nous avons aussi un secteur informel qui est très très puissant. Les paiements en ligne ou les paiements mobiles se substituent ou créent un effet de désintermédiation par rapport à la banque classique, et que la bancarisation reste encore
un challenge très important pour les banques africaines. Alors justement, Monsieur Elvis Bongo Sakpo, pour soutenir donc cette croissance, il est donc indispensable, Monsieur Ashrafi vient de le dire, il est donc indispensable de conquérir peu à peu les publics qui sont peu ou en tout cas pas assez bancarisés. Mais comment parvenir à cette bancarisation quand on sait que dans des pays africains, il y a une personne sur deux qui est au chômage, par exemple? Non seulement une personne sur deux qui est au chômage, effectivement, mais aujourd'hui, et le constat a été fait, le taux de bancarisation aujourd'hui à travers toute l'Afrique, si on parte du nord au sud, est autour de 22%. Taux de bancarisation, ce qui est très faible, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'essentiel de l'épargne qui échappe au système financier, notamment le système bancaire qui en fait aujourd'hui est le principal canal de financement de l'économie. Maintenant, à constater cela ne change rien. Ça fait des années qu'on le sait. Les banques sont surliquides, on le sait. C'est-à-dire qu'elles ont suffisamment de liquidités pour financer l'économie, mais elles ne le font pas parce que, effectivement, l'environnement juridique, le système judiciaire ne suffisent pas, n'inspirent pas confiance. Mais c'est ainsi que sont faites les économies africaines. C'est-à-dire que si on reste sur ce constat, on n'avancera pas. Et le sujet que vous évoquiez, c'est-à-dire l'impact sur la croissance, oui, il y a un impact sur la croissance aujourd'hui. Mais est-ce que les banques servent de levier pour un développement? Je dis, c'est très nuancé parce que justement, les banques ne permettent pas ne remplissent pas leur mission, en fait, qui est en fait l'essence même du système bancaire, qui est de créer de la richesse, non pas seulement pour elles-mêmes. Là, elles gagnent de l'argent. Le système est suffisamment régulé. Le régulateur est là pour veiller à ce que les banques, qu'on réduise la probabilité de faillite. Donc les banques, en fait, vont gagner de l'argent. Et elles en gagnent suffisamment, on a pu le voir par les chiffres. Mais maintenant, est-ce qu'elles créent suffisamment de richesse chez les clients? Là, c'est une autre question. Et l'environnement avec Donc c'est l'environnement qui pose problème? Je ne pense pas qu'il y ait un seul facteur, il y en a plusieurs, mais voyez-vous, mes compétences sur ce domaine-là sont absolument dérisoires à côté de deux éminents invités que nous avons. Enfin, je vais essayer d'être un peu plus modeste. Évidemment, la vocation des banques, c'est de financer l'économie. Et donc, les banques, dans notre continent, de façon générale, ne financent pas l'économie. Enfin, dit comme ça, c'est vite dit. Il y a 54 pays. Et la situation, bien entendu, n'est pas la même selon que ce soit un citoyen tunisien ou un citoyen du Burkina Faso, évidemment. On sait par exemple que le Nigeria et l'Afrique du Sud se distancent complètement par rapport Mauritanie. Vous l'avez dit, le taux de bancarisation est faible. Il est malheureusement même pas autour de 22%. Parce que 22%, quand vous achetez tout le monde, en fait, il est plutôt... Il serait peut-être même de 10% dans les pays francophones. Moins de 10% et parfois entre 4 et 5%. C'est-à-dire que nous sommes à un niveau très faible. Et à partir du moment où le taux de bancarisation est faible, vous l'avez bien dit, vous avez raison, c'est-à-dire que les banques ne captent plus le produit de l'épargne. Et quand le produit de l'épargne est faible, bien entendu, il n'y a pas moyen de se financer l'économie, sauf à leur trouver des ressources propres, ce qui n'est pas la vocation d'une banque, et de toute façon, on n'en a pas les moyens. La chose importante aussi, c'est que le taux directeur est très élevé, c'est ce qu'on oublie tout le temps. C'est-à-dire que bien sympa, si vous allez dans une banque, dans n'importe quel pays au hasard, et vous avez un projet, vous voulez faire financer, vous avez face à la rentabilité de la banque elle-même. Vous avez face au taux directeur, c'est celui qui est fixé par les banques centrales. Il est d'un niveau très élevé, parfois il atteint 11-12%. Vous ne pouvez pas faire de la banque. Si vous mettez ça, rajoutez à ça la rentabilité de la banque, on est autour de combien? 15-20% parfois. Et donc vous ne pouvez pas faire de la banque. J'en aurais fini tout à l'heure. La troisième chose, c'est donc le manque de liquidité, la cherté de l'assurance. Et puis vous rajoutez à tout ça la faiblesse de la technologie. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement régler un système bancaire et le digitaliser à partir du moment où vous avez 4 euros de coupure d'électricité par jour. La route devant chez vous ne fonctionne pas. Et vous avez bien raison de le dire chez monsieur, l'environnement ne fonctionne pas bien. Et donc dès lors que l'environnement des affaires n'est pas propice aux affaires, il n'est pas propice à la banque qui est normalement le moteur même par essence des affaires. Et donc tout ça a posé un problème. D'ailleurs, si le mobile banking, comme on dit dans mon anglais absolument abominable, fonctionne bien, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le besoin existe et les banques ne le suppléent pas. Elles ont une incapacité réelle à s'adapter. C'est-à-dire qu'elles calquent un modèle, un système qui ne fonctionne pas, auquel il n'est pas destiné, et elle n'est pas capable de se remettre en cause et de trouver de nouvelles règles. J'en aurais fini, si vous le permettez, c'est l'un dernier. Non, je vais revenir vers vous, il n'y a aucun problème. Ashraf Ayadi, je vous voyais acquiescer à ce que disait Djemal. Vous êtes d'accord avec son analyse? Oui, absolument, mais il y a juste deux précisions. La première, sur les taux d'intérêt. En effet, il ne faut pas comparer les taux d'intérêt que nous
trouvant, lorsqu'on prend un crédit en Afrique avec ce que nous pouvons trouver en France, en Europe en général. D'abord, les taux d'intérêt traduisent les niveaux de risque perçus des acteurs eux-mêmes, entre eux, à l'intérieur d'une place, donc les risques étant élevés et les méthodes de mesure de risque restent relativement archaïques par rapport à ce qui pourrait, de ce qui est pratiqué un peu partout, que malheureusement les taux d'intérêt traduisent quelque part la méfiance que l'on peut avoir par rapport à la solvabilité des uns et des autres. Et puis de toute façon, les banques centrales, il n'y a pas que le taux directeur qui structure quelque part ces taux d'intérêt, c'est aussi le marché monétaire et les banques qui se prêtent. Et aussi, ça traduit les niveaux d'endettement des pays et les taux d'intérêt que les pays paient lorsqu'elles partent à l'étranger pour emprunter et alimenter le marché local en devises. Je voudrais juste rebondir sur la question technologique. La question technologique est importante et clé dans le développement du secteur bancaire. Il est où le lien? Le lien est lorsqu'on voit le développement du mobile banking et la facilité avec laquelle les acteurs qui n'ont pas de compte bancaire manipulent et peuvent recevoir de l'argent, transférer de l'argent. Ils font confiance. Et ils font confiance. Et ils font confiance. Un système montre très très bien qu'en effet, à la fois les banques n'ont pas su se positionner clairement sur ce filon-là. Et elles ont laissé les opérateurs télécoms les devancer. S'en emparer. S'en emparer de manière, et maintenant de manière tout à fait légitime. Hein. Et en même temps, on remarque qu'il y a un retard de rattrapage. Et ce retard de rattrapage traduit une forme d'écart, de gap entre la culture de la banque, la culture du management de la banque, de ce qu'est une banque, et ce qui se passe réellement chez le client qu'elle n'arrive pas encore à toucher. Autour de cette refonte donc, du développement de la banque, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il y a deux éléments que je vais emprunter chez mes prédécesseurs pour préciser là où il y a peut-être des enjeux à travailler. Il a été précisé tout à l'heure qu'il y a un environnement avec des niveaux de risque plus élevés. Et également, une chose qui a été dite juste après, c'est que quand on regarde l'évolution de la mobile money, banking en tout cas, il y a la confiance de la part des acteurs, des clients. Mais là où justement les choses ne permettent peut-être de trouver un axe pour travailler, c'est que j'ai l'impression plutôt que ce sont les acteurs bancaires qui n'ont pas confiance en leurs clients. Quand vous regardez le niveau des garanties qui sont demandées pour quelque prêt que ce soit, et justement, quand on regarde les taux d'intérêt, oui, bien sûr, très peu d'États, enfin une bonne partie des États en Afrique, par exemple les États de la zone CFA, n'ont pas du tout d'action possible pour diriger l'économie par le biais de la politique monétaire. Oui, ça a été laissé ailleurs, donc c'est un autre débat. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, lorsque je regarde comment les banques se surprotègent à chaque fois qu'il y a besoin de s'engager, il y a un véritable problème. Et le taux d'intérêt que Djemal évoquait tout à l'heure, il est symptomatique. Je parlais tout à l'heure de l'absence, enfin du déficit en termes de création de richesse pour les clients. En fait, aujourd'hui, quand vous empruntez à un taux d'intérêt de 14%, comme c'est la moyenne à peu près en Afrique subsaharienne, 14%, quels sont les secteurs d'activité qui vous permettent d'avoir une rentabilité dans le business supérieure pour vous permettre de commencer à gagner votre vie? Lorsque vous empruntez à la banque, en fait, la banque ne se préoccupe même pas de savoir si vous avez la capacité de rembourser et de vivre. C'est une difficulté qu'on a dans l'environnement. Alors une dernière question, Djemal, comment justement inverser cette tendance? Alors, je ne sais pas comment il va l'inverser. Je pense que les banquiers sont mieux à même de répondre que moi, mais elle est de toute façon capable d'être inversée. Je pense qu'on a besoin de régulateurs sérieux, on a besoin de politiques publiques sérieuses, on a besoin d'injecter un peu plus d'argent, et puis on a besoin d'un petit peu d'imagination. Et on n'a pas beaucoup d'imagination. Nous ne sommes pas capables d'inventer autre chose. Je vais vous donner un exemple. Dans mon pays, la Mauritanie, les autorités ont voulu créer un aéroport. Et pour créer un aéroport, de deux choses l'une, soit faites un marché public, vous le financez, soit un BOT pour quelqu'un qui va le faire. Ils ne trouvent ni l'une ni l'autre. Ils ont inventé un système différent.
Avec le domaine foncier de l'ancien aéroport, on essaie de financer une partie. Avec un partenaire, donc, on essaie de financer une troisième. L'État prend en charge les routes et les mécanismes. Et donc, avec 4, 5, 6, 10 acteurs nouveaux, nous sommes capables de créer cela sans alourdir la dette de l'État. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'on fait le BOT. Et donc, si demain, le système bancaire était capable d'inventer, et je n'ai aucun doute que, regardez autour de nous, l'ingéniosité et l'intelligence des banquiers, si vous les mettez autour et vous leur dites, vous n'êtes pas capable de gagner autrement votre argent que d'inventer quelque chose. Autrement, vous l'avez dit, c'est tellement plus facile. Vous venez chez un banquier pour emprunter de l'argent, il va vous mettre le taux à 14%. Bonne chance si vous êtes capable de gagner de l'argent, parce que je ne connais aucun système qui vous donne une rentabilité à 20%. Et au passage, il va vous prendre une maison, une voiture, probablement 2 ou 3, un gage, pour que lui ne prenne aucun risque. En fait, le banquier ne prend pas le risque avec vous. Ça, c'est la faiblesse des régulateurs aussi. Donc, il faut vraiment une véritable refonte. Mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom.